Tout d'abord, bienvenue à tous. Juste des éléments d'historique sur cette conférence. Donc, nous avons voulu, avec le président de l'association l'AMIRF des médecins résidents du CHU de Fès, Dr Hamamouche, qui est aussi présent, donner un On plus. t'entend pas bien. Allô? Mounir, Ça coupe un peu, c'est ça? Mounir, on t'entend pas bien. Oui, Alors, est-ce que vous m'entendez oui, maintenant? oui. Très bien. Donc, ce que nous avons souhaité faire avec Dr Hamamouche, président de l'association l'AMIRF, c'est de donner un plus aux médecins participants de membres de l'association l'AMIRF, et notamment par rapport à ce qui se passe actuellement dans le cadre de Covid-19. Donc, d'abord, je tiens vraiment à féliciter tous les médecins et personnels soignants de tous les CHU du Maroc et structures privées, incluant le CHU de Fès, pour l'extraordinaire travail qui est fait actuellement sur le terrain pour lutter contre le Covid-19. Bravo pour le dévouement et bravo pour tout ce que vous faites dans le cadre de la lutte contre cette pandémie malheureuse. Donc, peut-être, docteur Hamamouche, si vous m'entendez, vous voulez dire un mot avant le démarrage de la conférence? Oui, oui. Donc, tout d'abord, je tiens à féliciter tous les personnels qui travaillent dans cette crise. Donc, vraiment, c'est un bon. Bon. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, bien sûr, on t'entend, docteur. Ah, d'accord. Donc, Difficilement. je personnel français, donc, je remercie le personnel médical, les administrateurs, les personnes qui travaillent en Mali. D'accord. Donc, je remercie au laboratoire pour cette initiative. On savait que je suis dans un moment très épidémique. Ça nous fait tout peur, on a beaucoup de stress, le travail énorme. Donc, je tiens à remercier pour cette initiative. Donc, espérons qu'on va bien, Inch'Allah. Très bien, Inch'Allah. Ok. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup pour l'introduction. Donc, docteur Lobna, vous pouvez remettre le partage de l'écran? Parce que là, on l'a perdu. Merci beaucoup, docteur. Donc, voilà, là, on commence, là, le partage revient. Très bien, merci beaucoup. Donc, juste un petit mot sur le laboratoire Promamec, votre partenaire. Donc, nous travaillons effectivement avec toutes les structures médicales du Maroc, y compris le CHU de Fès. Donc, on a le plaisir de travailler avec plusieurs services au CHU de Fès. Donc, nous sommes une entreprise qui est basée à Casablanca, qui a été créée en 1981 avec plus de 300 employés. Donc, nous couvrons l'ensemble des spécialités que vous avez pratiquement dans le CHU. Nous fournissons effectivement les équipements médicaux qu'on retrouve dans les différents services, mais également tout le consommable dont on a besoin pour opérer les patients en toute sécurité. Donc, nous avons aussi une unité de production pour fabriquer un certain nombre de consommables et nous sommes pleinement engagés par rapport, que ce soit Covid-19 ou pas, pour vous accompagner, vous médecins, dans la réussite de vos missions, Inch'Allah. Donc, sans tarder, je laisse la parole au docteur Lobna Tahri, qui est médecin du travail, spécialiste des risques psychosociaux. Donc, avec docteur Lobna, nous travaillons sur un certain nombre de sujets de formation continue pour les médecins résidents, mais aussi tout le personnel paramédical. Donc, merci beaucoup, docteur Lobna. Et donc, je vous donne la parole pour commencer votre intervention. Donc, nous en avons pour à peu près 40 minutes. Nous avons le choix, si vous avez des questions, vous avez la possibilité à côté, vous avez Q&A, question and answers, vous pouvez poser des questions. Ensuite, je dirai au docteur Lobna d'y répondre au fur et à mesure. Et à la fin, nous aurons aussi un petit peu de temps à la fin pour poser vos questions par rapport à ce thème qui est très important. Donc, sans tarder, je laisse la parole à docteur Lobna et merci. Merci Mounir. Malheureusement, mal à entendre ce qu'a dit le président de l'association, mais en tout cas, je tiens à vous remercier Promamec de m'avoir donné cette occasion d'intervenir sur un sujet assez pointu, qui est la gestion du stress en période de Covid-19. Je tiens également à remercier l'association des résidents du CHU de Fès pour leur engagement.
et j'espère pouvoir apporter quelques éléments pour la gestion du stress en cette période-là. Donc en fait, alors pour dresser un peu le tableau et parler un peu du contexte de cette crise, il faut dire que que le problème du stress, il est présent depuis toujours chez les médecins. C'est une problématique qui est connue, sauf que le contexte actuel risque de détourner un peu notre attention sur le vécu de ces médecins-là, qui sont face à des problématiques extrêmement importantes tous les jours. Alors, particulièrement, bien sûr, nous connaissons le syndrome d'épuisement professionnel qui est présent depuis plusieurs années. Nous le connaissons en tant que médecin du travail. Et là, je pense que c'est une période où nous allons avoir plus de problèmes de syndrome d'épuisement professionnel, peut-être pas tout de suite, mais dans les mois à venir. Alors, l'enjeu actuel, c'est qu'on est face à ce virus-là que nous ne connaissons pas, qui a eu une évolution soudaine, qui a été imprévisible et qui a eu un effet massif avec un passage d'une épidémie simple en Chine à une pandémie mondiale, donc une évolution très très rapide qui a été incertaine et pour laquelle nous n'avons pas de recul scientifique. Donc tous ces éléments-là sont des facteurs pour aggraver la situation de stress que nous vivons, d'autant plus que nous sommes obligés de gérer en temps réel cette crise. C'est-à-dire que depuis l'apparition de ce virus il y a 4 mois à date d'aujourd'hui, nous sommes en train de courir contre la montre, si on veut dire, pour essayer de trouver des traitements, essayer de trouver le meilleur traitement possible, les meilleurs médicaments, en tout cas les meilleures combinaisons de médicaments qui existent, etc. Et en plus de ça, nous devons faire face à des malades qui s'aggravent de jour en jour et qui passent à des soins intensifs ou en réanimation. Alors les crises sanitaires, bien évidemment, vous les connaissez comme moi. Celles qui sont contemporaines, il y en a eu plusieurs. Je vous rappelle juste le H1N1, l'Ebola qui a eu un effet assez important de mortalité qui est arrivé à 40% quand même parmi les patients. Le Zika avec toutes les complications chez le fœtus. Les autres coronavirus que nous avons connus, la maladie de la vache folle, le Creutzfeldt-Jakob que nous avons connu il y a quelques dizaines d'années et qui avait aussi engendré une panique générale mondiale au point où il y avait plusieurs personnes qui ont changé leur rythme alimentaire suite à cela. La pandémie du sida qui est apparue dans les années 80 et qui a également causé une grosse vague de panique, notamment lorsque nous ne connaissions pas le virus, et donc il y avait beaucoup de questions, les gens se posaient la question, est-ce qu'on peut aller au hammam, est-ce qu'on peut saluer les gens, est-ce qu'on peut vivre avec une personne HIV positive, etc. Et actuellement, nous faisons face au Covid-19, sauf que par rapport aux autres pandémies que j'ai citées, en fait, il y a une particularité de cette crise qui est une particularité à travers ses impacts. D'abord, l'impact psychosocial. Le confinement, parce que c'est quelque chose que nous ne connaissions pas avant, nous la connaissions par rapport à un certain nombre de situations particulières, mais nous n'avons jamais vécu un confinement généralisé avec la manière dont nous la vivons actuellement. Donc tout ça a un impact psychosocial. Le déconfinement, tout le monde parle maintenant du déconfinement, ou en tout cas de l'après-Covid-19. Donc comment on va s'en sortir ? Comment on va reprendre notre vie habituelle, notamment les gens qui sont confinés, comment ils vont retourner dans l'entreprise avec la peur qu'il y a, avec la peur d'attraper le virus ou de contaminer les gens autour de soi. Il y a eu un changement de toutes les habitudes sociales et de travail aussi, parce que nous connaissons maintenant du télétravail avec tous les avantages, mais également tous les inconvénients. Tout le monde n'est pas à l'aise avec le télétravail. Des fois, ça peut prendre des heures beaucoup plus importantes. Pas de limite entre la vie professionnelle et la vie sociale des salariés. Alors, l'histoire de l'espacement physique a eu aussi beaucoup d'impact psychologique, notamment les personnes qui sont très
très sociables et qui ont besoin, c'est les kinesthésiques en fait, c'est les gens qui ont besoin d'un contact physique et on leur dit il faut pas saluer les autres, il faut pas se rapprocher des autres, etc. Et puis on a vu également une recrudescence des violences domestiques, à la fois conjugales mais aussi des parents vers les enfants, etc. Et puis toutes les conséquences sur le chômage. Ensuite, il y a eu un impact financier, bien évidemment une chute des bourses, la chute de la production, de la rentabilité des entreprises, des entreprises qui ont été mises à l'arrêt ou en tout cas qui ont dû réduire leur rythme de travail. Alors l'impact sanitaire, vous le connaissez mieux que moi certainement parce que vous êtes dedans, mais il est différent par la vitesse de propagation et cette vitesse de propagation, elle est contradictoire avec l'absence de traitement efficace. Nous n'avons aucun traitement et pourtant la maladie est là, elle est bien présente, elle se transmet trop rapidement. Donc pas d'études suffisamment randomisées, les essais cliniques se font de manière très rapide, aucun recul et il y a beaucoup de critiques dans le monde scientifique et dans les sociétés savantes sur les études qui sont faites au bout de quelques jours, quelques semaines et qui sortent quand même des résultats, alors que vous comme moi, nous savons très bien tout l'effort que nécessite de faire une étude, de la mener pour qu'elle soit aux normes et aux standards scientifiques voulus. Alors nous n'avons pas de vaccination bien évidemment et la grosse problématique c'est la saturation des établissements de soins et c'est ce qui a engendré cette vague de panique aussi et cet épuisement à la fois chez le personnel soignant. Alors l'impact médiatique très important lors de cette parce que moi je me dis à titre je me dis s'il n'y avait pas cet impact médiatique, est-ce qu'on aurait eu les mêmes conséquences sur la psychologie des gens? Est-ce qu'on aurait eu les mêmes conséquences au niveau, par exemple, de prise de décision gouvernementale, de confinement, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, cet impact médiatique commence déjà à donner des résultats, et malheureusement qui sont négatifs. Sur une étude chinoise, il y a un passage d'une dépression de 16% de la population normale à 43% chez la même population lorsqu'elle est exposée à des médias. C'est-à-dire exposée à des informations médiatiques autour du Covid-19. Donc ça, c'est une étude chinoise tout à fait récente. Et puis, il faut dire que nous avons plusieurs modèles de gestion, donc nous n'avons pas de repères. On ne sait pas s'il faut suivre la Corée du Sud ou l'Italie ou les États-Unis. Alors certainement pas des pays comme l'Italie, les États-Unis et le Royaume-Uni malheureusement parce que il y a eu une flambée de la maladie là-bas. Alors le Maroc a quand même pris de très bonnes décisions donc, pour saluer on était suffisamment prudent et nous avons bien utilisé le principe de précaution pour faire face à cette crise sanitaire. Alors quelle est la place du personnel soignant dans tout cela? Il faut reconnaître il y a quelques mois, le personnel soignant au Maroc, mais même ailleurs, était traité d'incompétents, matérialistes, apathiques. Nous étions traités de personnes insensibles à la maladie, aux problématiques des autres. Et aujourd'hui, ils se sont transformés en héros. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, les gens se sont rendus compte que le personnel soignant était le premier rang de guerre hein, et qu'il était incontournable tous les jours. On se rend compte maintenant de l'effort qui est fourni tous les jours, même en dehors de la crise du Covid-19. Alors encore plus, et ça a été beaucoup plus palpable lors de cette crise-là. Et puis, il y a eu une volonté gouvernementale et un appui des autorités qui ont mis en place des moyens et des actions sociales qui ont aidé le personnel soignant à faire son travail de manière correcte. C'est ce qu'on a toujours demandé, c'est des conditions de travail correctes. Alors, le personnel soignant se trouve épuisé, mais également ils sont applaudis tous les soirs. Et nous allons voir par la suite qu'est-ce qui motive cette gratitude. Alors, il y a quelques mois, et il y a même, je dirais, quelques semaines, il y avait bien sûr des manifestations, vous avez tous suivi ça sur Internet, à la fois dans les hôpitaux de France, des démissions par centaines de chefs de service et de médecins, etc. Alors au Maroc, pareil, hein, l'année dernière, il y a eu une année assez perturbée pour les étudiants en médecine, les médecins également, il y a eu des démissions de masse.
Pourquoi? Parce que nous sommes un métier source de vulnérabilité. Et oui, oui, Et Mounir. donc pour les personnes qui nous ont rejoints entre-temps, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser. Vous avez l'outil juste à côté Q&A, Question and Answers. Vous pouvez poser votre question et après je les poserai. Sinon, à la fin, il y aura aussi la possibilité de poser des questions. Mais n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure. C'est juste pour les personnes qui nous ont rejoints entre-temps. Allez. Tout à fait, tout à fait. C'est bien d'avoir un échange interactif. Alors, ce métier-là, qui est le métier du personnel soignant, il est source de vulnérabilité, comme je vous ai dit, et cette vulnérabilité, elle est beaucoup plus importante lorsque nous n'avons pas les bonnes conditions de travail à côté. Alors, pourquoi c'est un métier de vulnérabilité? Parce qu'il y a une très forte implication psychique, à la fois pour des études, mais au moment de l'exercice du métier également, et qui a au risque de morbidité physique et psychique. C'est-à-dire que le personnel soignant, il est plus sujet à développer des problèmes de maladies physiques et psychiques. Nous allons voir ça par la suite. La vulnérabilité physique, elle est souvent connue et reconnue. Elle est facile à voir et on voit lorsqu'un collègue, médecin ou infirmier ou personnel soignant de manière générale est malade. Donc ça, on peut facilement le voir, on peut le mesurer et on peut le traiter. Le problème se trouve lorsque la personne, le personnel soignant est en détresse psychologique. Pourquoi? Parce que nous avons nous-mêmes un problème d'acceptation. Nous acceptons mal que nous soyons malades, que nous ayons des souffrances mentales et qu'on puisse en parler. D'abord, c'est mal accepté par le médecin lui-même et c'est mal accepté par la société. Vous comme moi, vous avez toujours entendu la phrase qu'on nous répète à chaque fois. Eh bien oui, nous aussi, on est sujet à une détresse psychologique qui peut être due à un stress au travail. Alors, par contre, il y a quelque chose de positif, c'est que tant que le médecin il est convaincu de ses efforts et que ses efforts donnent un bon résultat, ils ont une signification sociale, et ben il reste motivé, il est enthousiaste et c'est ce qui engendre une sorte de résistance incroyable face au stress et au surmenage. Alors, bien évidemment, le médecin, il est face à des challenges quotidiennement, en dehors de la période de crise. Cette pratique médicale, elle est toujours mise en difficulté parce que nous devons avoir toujours une connexion entre la connaissance, le savoir et la raison, entre la science et l'expérience, et entre le général et le particulier. Je donne un petit exemple, c'est lorsque par exemple vous êtes en train d'opérer un malade et que vous avez une situation anatomique anormale. Et ça arrive très fréquemment. Donc nous avons une connaissance générale, sauf que face à une situation particulière, nous sommes obligés de réagir en fonction de cette situation-là. Donc, ce que je raconte dans ce paragraphe-là particulièrement vient d'une étude sérieuse dans la revue de médecine interne qui s'appelle Jugement pratique et burn-out des médecins. Donc, c'est une étude qui s'est basée sur leur pratique quotidiennement, comment elle est jugée, comment elle est évaluée cette pratique quotidienne et qu'est-ce qui fait qu'elle est source de stress et de burn-out. Alors, on déduit, donc d'après ce que raconte cette étude, alors on peut déduire qu'une discordance entre les deux, c'est-à-dire la conscience et la raison, la science et l'expérience, etc., peut entraîner un état de stress important, notamment au moment de la prise des décisions. Et bien sûr, l'évolution de la médecine, en particulier la multiplication des procédures, peut avoir une influence négative sur l'apprentissage et l'exercice de la médecine. Maintenant, période de Covid-19, ce qui se passe, c'est que, à mon avis, il y a eu deux situations difficiles qui ont favorisé le stress chez le médecin, en tout cas chez le personnel soignant de manière générale. D'abord, la prise de décision thérapeutique, parce que nous sommes face à une maladie nouvelle que nous ne connaissons pas. D'ailleurs, moi, je disais à chaque fois aux personnes qui m'appelaient au début de la pandémie, je leur disais, je suis comme vous, je suis en train d'apprendre par les médias, je n'ai pas appris ça à la fac. Et donc, cette prise de décision thérapeutique face à un virus que nous ne connaissions pas, elle a été très difficile. Pourquoi? Parce que il fallait absolument qu'on puisse faire face, qu'on puisse répondre à la souffrance du patient, mais en même temps, nous n'avons pas suffisamment de recul sur les études. Nous ne savons même pas quel est le médicament que nous devons utiliser. Il y a eu plusieurs combinaisons
notamment celle du professeur Raoul qui a été bien médiatisée. En tout cas, le Maroc a bien fait de prendre cette décision de commencer le traitement et on verra ce que ça va donner dans les prochains mois, Inch'Allah. En tout cas, je pense que les résultats sont favorables en ce moment, mais je ne rentre pas dans cette polémique. Alors, la deuxième problématique dans la crise du Covid, ça a été l'éthique. L'éthique dans l'exercice de la médecine et dans la prise de décision. Plusieurs médecins ont parlé de dossiers réanimables, c'est-à-dire qu'ils étaient en train de dire, de trancher si le patient pouvait bénéficier d'une réanimation ou pas. Donc réanimable, pas réanimable. C'est une décision qui est extrêmement difficile et cette décision, elle n'est pas basée sur l'état de santé du patient, mais en fait, c'est-à-dire qu'il n'est pas non réanimable parce qu'il va bien, mais il n'est pas réanimable parce que il n'y a pas de place en réanimation, parce que son état ne lui permet pas, c'est-à-dire que c'est un sujet âgé, donc on va favoriser un sujet plus jeune. Donc vous avez tous pu suivre cette discussion-là. Et il y a également un problème éthique, à mon avis, dans l'utilisation des médicaments qui n'ont pas eu l'AMM pour être utilisés dans le Covid-19. Je cite particulièrement la chloroquine qui a une AMM pour le paludisme et certaines pathologies inflammatoires, mais pas pour le Covid-19. Alors, les soignants sont une population à risque, évidemment, et quand je dis population à risque, c'est-à-dire à risque psychologique, de développer un épuisement professionnel, un burn-out. Ça a été cité sur une note, une fiche mémo de la Haute Autorité de santé française qui a été publiée en mai 2017 et qui classe la population soignante comme une population à risque historiquement identifiée et objet de nombreuses études récentes qui montrent une morbidité particulièrement élevée chez les médecins et le personnel soignant. Les professionnels de santé en activité et en formation sont exposés au risque d'épuisement professionnel. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ce risque psychosocial dont on parle? Alors, une petite définition rapide, c'est que les risques psychosociaux, de manière générale, c'est un peu tout ça. Donc, ils font référence à plusieurs situations, mais les plus connus sont le stress, le harcèlement moral, la violence, la souffrance au travail, le suicide, la dépression, le karoshi, les troubles musculo-squelettiques, etc. Donc, je vais définir notamment les thèmes de karoshi et troubles musculo-squelettiques par la suite. Alors, le contexte d'apparition des risques psychosociaux a été plus mis en exergue lorsqu'il y a eu des séries de tentatives de suicide, dans certaines entreprises, notamment françaises. L'ex-France Télécom, qui est devenu Orange actuellement. Vous connaissez aussi une nouvelle vague, ils ont eu aussi une nouvelle vague de suicides, mais vous connaissez aussi les cas de suicide qui ont eu dans la Poste en France et plusieurs autres entreprises. Juste pour vous dire que ça a été du pénal par la suite. Et pourquoi ça a été du pénal? Parce que les ex-dirigeants ont été condamnés à de la prison ferme avec des amendes pour négligence, en tout cas parce qu'ils n'ont pas mis excusez-moi, ça m'échappe. Ils n'ont pas mis toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé morale de leurs employés. Alors, plusieurs études marocaines ont traité ce sujet-là. Je cite quelques-unes ici, mais la présentation va être partagée par Dr Mounir Chouqi par la suite. Donc, vous pouvez les consulter à tête reposée. Là, je vais vous en citer une seule qui a été publiée dans les Annales médico-psychologiques et qui parle. Alors, c'est une recherche qui a été réalisée par 3 psychiatres marocains dans 5 services hospitaliers au Maroc, oncologie, hémato, réanimation, brûlés, maladies infectieuses. Donc, c'est ce qu'on appelle globalement des services chauds. Alors, quel a été le résultat? Eh bien, 60% des soignants ont obtenu un score élevé pour l'épuisement professionnel, pour la dépersonnalisation et un score également élevé de détresse psychologique. 59% seraient classés comme des cas pathologiques. Alors, les causes qui engendrent ce stress, ceux qui ont été identifiés, c'est la charge physique, qui a été citée dans 63% des cas,
le type des maladies, les facteurs d'organisation dans le service et l'ambiance de travail dans 33% des cas. Et puis le manque d'appréciation, ou si vous voulez, la non-reconnaissance par les supérieurs dans 23% des cas. Donc tout ça, ça a été une source de stress chez le personnel soignant qui a été sujet de cette étude. Une autre étude qui a été faite au niveau du CHU de Casablanca par Dr Assi Al-Ktani et son équipe. Alors, c'est une étude appelée l'évaluation du syndrome du burn-out, et ça c'est plus précis que de parler du stress de manière générale. Alors, le burn-out chez les médecins en formation, donc là c'était chez des étudiants en médecine. Alors, cette étude a montré globalement les mêmes taux que ce que vous avez vu tout à l'heure, avec une répartition telle qu'elle suit. Les troubles psychofonctionnels dans 74% des cas, des troubles anxieux dans 40% des cas, des dépressions, c'est à peu près le pourcentage général dans la population générale marocaine, la consommation de psychotropes dans 15% des cas, un psychothérapeute dans 9% des cas et des idées suicidaires dans quand même 5,6% des cas. C'est assez alarmant. Alors tout cela, pourquoi ces étudiants-là faisaient ces troubles psychiatriques, c'est parce qu'ils étaient associés à un certain nombre de problématiques au niveau de leur formation et au niveau de l'exercice de leur métier. D'abord, c'est des problèmes de communication au sein de l'équipe. Ensuite, l'accompagnement qui était insuffisant. Ils ont mis en cause également l'insatisfaction des seniors, la crainte de faire des erreurs médicales. Donc tout ça, on peut le reconnaître parce que nous sommes tous passés par cette étape-là et nous savons ce que c'est que de ne pas être reconnu, de ne pas être traité correctement, de ne pas avoir la formation nécessaire. Alors, parmi les facteurs de stress hospitalier mis en cause dans cette étude, je cite particulièrement la non-reconnaissance, c'est-à-dire pas de rémunération, ou en tout cas la rémunération qui est faible, et ça a été cité dans 59% des cas. Le problème d'équipement des services. Je vous ai dit tout à l'heure, les conditions de travail jouent un énorme rôle dans la satisfaction et la sérénité du personnel soignant. La non-reconnaissance de la position sociale, dans 46% des cas. La non-reconnaissance de la charge du travail. Le manque de respect des malades. La crainte de faire une erreur médicale. Le contact avec la souffrance des malades. Et j'en passe. Mais alors, c'est quoi le stress? Donc là, je vais essayer de vous faire une petite définition physiologique de la chose. Il faut savoir que le cerveau, bien sûr, nous avons trois niveaux de réaction cérébrale telles qu'elles ont été décrites par MacLean. D'abord, le cerveau reptilien, c'est le cerveau archaïque qui répond aux besoins basiques de la survie. Le cerveau des mammifères inférieurs, c'est celui-là. Donc, c'est le cerveau limbique, et l'action des sentiments, des émotions, etc. Et nous avons le cortex, ou le néocortex, c'est celui des mammifères supérieurs. Donc, c'est ce qui différencie un peu l'homme des autres créatures, parce que nous avons cette particularité, d'avoir un esprit d'anticipation, la planification, l'esprit créatif, etc. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est cette partie-là. Pourquoi? Parce que le stress, il est considéré comme une réaction physiologique émanant du cerveau reptilien. Donc, qui dit émane du cerveau reptilien dit que c'est un instinct basique. C'est une réaction qui est à la fois massive. Donc, c'est une réaction physiologique massive qui va déclencher un certain nombre de réactions en même temps dans le corps et qui sont incontrôlables. Il est autonome et donc ça échappe à tout contrôle du cerveau supérieur. Et puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une réaction qui est archaïque, c'est un instinct de survie. Globalement, on peut dire que c'est le stress qui a permis à l'être humain de survivre. Parce que grâce à ces réactions-là, il a pu se défendre. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque l'homme ou l'animal, de manière générale, perçoit un danger? En fait, on est devant un état d'alerte. C'est ce qui va déclencher tout le système sympathique. Et donc, il va nous préparer à une action. Et quelle est cette action-là? Eh bien, c'est l'action soit de fuir ou bien d'attaquer le danger. Ça va augmenter notre rythme cardiaque, notre tension artérielle,
le rythme respiratoire est élevé, la vascularisation des muscles elle est plus importante et il y a une mydriase, ça permet à certains animaux de mieux voir en situation de danger et fermeture des sphincters. Donc ça, vous connaissez le système sympathique en réaction. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque le danger n'est plus là? Le système parasympathique va prendre le relais. Donc, il va préparer la détente et la récupération. Et ça, c'est une notion très importante face au stress. Donc, notre cœur et notre respiration vont ralentir, les muscles vont être relâchés, les sphincters vont être relâchés, on va commencer à éliminer les toxines du corps et donc débarrasser le corps de toute cette accumulation de toxines qui, si elle n'est pas éliminée, va engendrer en cas de stress chronique des problématiques métaboliques, amniosis et parfois une érection. Alors, cela nous mène à parler un peu de notion de stress aigu et de stress chronique. Alors, quand on est face à un danger, nous devons avoir une alternation entre les deux systèmes, sympathique et parasympathique, pour pouvoir gagner un peu en repos. Voilà ce qui se passe. Donc, vous connaissez ce schéma-là, c'est l'axe hypothalamo-hypophysaire. Et donc, ce que vous voyez en rouge, ce sont les flèches qui parle du stress aigu, donc qui va donner une activation de tout le système hypothalamo-hypophysaire avec une activation des glandes médullo-surrénales et cortico-surrénales. Et lorsqu'elles sont activées, eh ben, à un certain moment, lorsque le risque n'est plus là, nous allons freiner tout le système. Et donc, ça va nous permettre de récupérer. Par contre, si nous sommes face à une situation de stress chronique, c'est la flèche en bleu, et bien à ce moment-là, nous allons avoir cette accumulation de toxines et nous n'allons pas avoir tout le système de réparation et donc on va avoir un effet toxique qui ne va plus freiner cet axe hypothalamo-hypophysaire et ça va engendrer une situation de stress chronique et cette situation de stress chronique va engendrer un certain nombre de pathologies que nous allons voir par la suite. Alors, quels sont les cycles connus et étudiés au moment du stress? Voilà, ça c'est ce que vous voyez à gauche, c'est les pressions normales. Donc, en cas d'alerte, nous allons avoir une sorte de vigilance du corps, puis jusqu'à ce qu'on atteigne le maximum de cette réaction-là, et puis par la suite, il va y avoir une détente, et ça va créer des cycles. Maintenant, ce qui se passe en cas de stress chronique, c'est que nous allons avoir une alerte, nous allons essayer de faire face à cette alerte-là, nous atteignons le pic de notre réaction, sauf que au moment où nous allons déclencher la détente, il va y avoir une autre alerte, donc un autre stress qui va arriver. Et ce stress-là va engendrer encore une fois de la vigilance, une surréaction physiologique, et puis encore une fois, au moment de la détente, pareil, une autre alerte. Et à ce moment-là, le corps va être dans ce qu'on appelle le syndrome général d'adaptation. Cette partie-là, elle est encore maîtrisable, si j'ose dire, pour la personne stressée. Jusqu'à un moment où il va y avoir, au moment de la détente, une autre alerte. Et face à cette alerte-là, il va y avoir un breakdown. C'est ce qu'on appelle le surmenage ou le burn-out. C'est le stress maladie, si on veut dire. Voilà, donc ce qui se passe ici, c'est notre système orthosympathique est activé face à une menace. Ensuite, au moment de l'adaptation, c'est les deux systèmes qui sont fonctionnels, sauf qu'au moment où l'ortho va se reposer et laisser le parasympathique travailler, eh bien, il va y avoir un breakdown parce que nous sommes passés à ce qu'on appelle le stress maladie avec toutes les conséquences que nous allons voir. Donc, les phases du stress, elles sont les suivantes: alarme, résistance, puis épuisement. Donc, le but de mon intervention, c'est face à cette alarme-là, qu'on puisse résister, mais résister de manière à ce que ça n'ait pas un effet secondaire sur notre corps pour ne pas arriver à cette phase d'épuisement. Voilà, il faut trouver le bon équilibre avec une phase de détente assez importante et suffisante pour pouvoir récupérer. Alors, le stress lié au travail, il est un peu différent de ce qu'on connaît chez la population générale parce que l'Organisation internationale
internationale du travail le définit comme suit, comme une réaction ou une réponse physique et émotionnelle qui est nocive. Elle est causée par un déséquilibre entre les exigences perçues et les capacités ou les connaissances et les ressources perçues des travailleurs. Alors, pour vous expliquer un peu cette définition, c'est que vous avez une secrétaire, par exemple, qui va traiter un certain nombre de dossiers. Et bien, à un certain moment, si elle ne va pas dire non et arrêter les exigences de son travail, face, par exemple, à son responsable, elle va s'écrouler sous les dossiers. À ce moment-là, elle va être en phase de stress. Elle va commencer à développer un stress permanent et la hiérarchie n'est pas consciente de la charge du travail de cette secrétaire, par exemple, alors que pour elle, elle n'a pas non plus la capacité de faire face à ces exigences de travail. Alors, il y a eu plusieurs modèles explicatifs. Je vous cite ici 2 modèles d'explication du stress. Le premier, c'est le modèle de Karasek. Alors, le modèle de Karasek, nous avons 2 paramètres, la demande psychologique et la latitude décisionnelle. Plus la demande psychologique est importante et la latitude décisionnelle est importante, nous nous retrouvons comme sujet actif. Donc, pourquoi? Parce que à la fois, nous sommes productifs et nous essayons d'avancer dans notre travail, mais en même temps, plus nous avançons, ou en tout cas, plus la charge de travail est importante, plus nous avons une attitude décisionnelle pour dire j'y vais pas, je peux faire ceci, je ne peux pas le faire, etc. Quand on a une attitude décisionnelle très importante, alors que la demande psychologique est faible, nous sommes un sujet détendu, donc il y a moins de stress chez ces personnes-là, mais ce sont généralement des personnes qui ont atteint un certain niveau important dans l'entreprise. Ensuite, nous avons les sujets passifs qui ont une faible demande psychologique et de toute manière une faible attitude décisionnelle. Je cite un exemple tout simple, c'est des personnes qui font un travail répétitif et qui n'a pas une grande on va dire répercussion sur le moral de la personne. Alors, le problème se psychologique très importante et une latitude décisionnelle qui est faible. Et c'est là où le sujet commence à développer des signes de stress. Le modèle de Sigrist, il est pareil, sauf qu'il parle là de l'équilibre entre l'effort et la récompense. Donc, pour avoir un équilibre et ne pas avoir un stress, ou en tout cas un burn-out au travail, il faut que la récompense, et quand je dis récompense, elle est à la fois matérielle, mais aussi immatérielle. Et cette récompense-là, ou en tout cas cette reconnaissance, cette estime du travail de l'autre, nous permet de faire plus d'efforts et en même temps, ça nous protège contre les problématiques de stress. Alors, est-ce qu'il y a un stress positif et un stress négatif? Moi, je dirais plutôt un stress utile et un stress inutile. Et face à cela, il faut toujours se poser les questions suivantes. Devant un stress, est-ce que ce stress-là va me permettre d'atteindre mes objectifs? Ce qui est normal. Si on veut citer l'exemple suivant, qui est d'un étudiant qui prépare ses examens, et ben, s'il ne fait rien, s'il ne va pas stresser suffisamment, il ne va pas faire l'effort nécessaire pour atteindre ses objectifs, qui sont par exemple la réussite, ou bien être dans les premiers rangs de classement, etc., ou réussir un concours. Est-ce que mon stress répond à un contexte donné ou pas? C'est-à-dire, est-ce que je suis stressée parce qu'il y a eu une alerte, parce qu'il y a eu un danger, ou je suis stressée juste parce que c'est comme ça commence à faire partie de ma routine habituelle. Est-ce que je dois affronter un stress, est-ce que j'ai les stratégies efficaces? Et à la fin, nous allons essayer de parler de ces stratégies efficaces pour se détendre. Alors, ici, j'explique un peu la notion du burn-out. Alors, le burn-out vient du terme anglais qui signifie s'user, s'épuiser, se consumer. Donc ça, c'est la définition la plus juste. C'est l'exemple typique d'une coquille qui est en train de s'enflammer de l'intérieur, en fait, et qui ne laisse rien apparaître à l'extérieur. C'est vraiment brûler de l'intérieur. Alors, le burn-out a été défini par Maslach et Jackson comme un état d'épuisement physique, émotionnel
et mentale. Bien évidemment, l'émotion est différente de notre mental et il est causé par une implication sur le long terme dans des situations qui sont émotionnellement exigeantes. Alors, Maslach a également élaboré un test qui est le Maslach Burnout Inventory et ce test-là nous permet de définir 3 paramètres. Le niveau d'épuisement émotionnel chez la personne, le niveau de dépersonnalisation dans son travail et le niveau d'accomplissement personnel à la réalisation de la tâche. L'épuisement professionnel, il est typiquement lié au rapport avec un travail vécu comme difficile, fatigant, stressant, etc. Une troisième partie des questions de cet inventaire, c'est la dépersonnalisation, c'est la perte d'empathie, et nous connaissons ce que c'est que la perte d'empathie. Des fois, on peut se poser même la question, est-ce qu'on est devenu cynique, est-ce qu'on est plus sensible à la souffrance de l'autre, etc. Mais il faut savoir que nous pouvons atteindre ces niveaux de perte d'empathie si nous sommes nous-mêmes face à un stress chronique et nous n'avons pas eu suffisamment de moments de détente ou en tout cas de stratégies efficaces pour nous défendre. Et puis l'accomplissement personnel, donc on se pose la question, est-ce qu'on est suffisamment accompli dans ce qu'on fait tous les jours? Est-ce que je veux aller à mon travail ou pas? Est-ce que je suis épanouie dans mon travail? Est-ce que mon travail m'apporte un sentiment positif, un regard positif sur mes réalisations, etc. Alors, si vous le voulez, le test peut vous être adressé par Dr Chawri et vous pouvez faire le test vous-même et répondre aux questions et puis par la suite évaluer votre niveau de burn-out. Alors là, pour revenir à l'étude de Dr Ktani, alors voilà, les résultats ont montré que dans 64% des cas avaient un épuisement professionnel important, une dépersonnalisation dans 51% des cas et un accomplissement personnel dans simplement 15% des cas. Donc vous voyez un peu l'importance de ces 3 paramètres dans cette étude-là et donc qui nous met ces personnes-là sujets à un risque de burn-out. Alors, exposés au burn-out que d'autres, ce sont des professions où on a de fortes sollicitations mentales, émotionnelles et affectives, ce qui est le cas de l'exercice médical. Les professions également à forte responsabilité, notamment vis-à-vis d'une autre personne. Et nous savons tous que nous avons tous les jours cette responsabilité de pouvoir soulager le malade, le guérir, et sinon apporter au moins un petit réconfort si la maladie est bien avancée. Alors, c'est des professions également où l'on cherche à atteindre des objectifs qui sont difficiles, voire impossibles. C'est des professions où il existe un fort déséquilibre entre les tâches à accomplir et les moyens qui sont mis en œuvre dans ce but. Et lorsqu'il y a une ambiguïté ou un conflit de rôle, nous ne savons pas ce qu'il faut faire, etc., on peut être sujet à un burn-out. Alors, quelques exemples de ces professions, bien sûr, il y a les soignants et les aides-soignants, les enseignants, les assistants sociaux, les travailleurs bénévoles et le travail associatif, parce qu'il y a une forte sollicitation émotionnelle, les missionnaires humanitaires, et j'en passe. Alors, les personnes exposées, est-ce qu'il y a des personnes plus exposées que d'autres au burn-out? Eh bien, moi je dirais non, mais il y a certaines personnes qui ont plus de vulnérabilité, on va dire. C'est notamment les personnes qui ont des idéaux de performance et de réussite. C'est les personnes qui lient beaucoup l'estime de soi aux performances professionnelles. C'est des personnes vraiment liées dans l'entreprise. Si on ne les reconnaît pas ou on ne reconnaît pas leur travail, ils sont tout de suite dans une dépression, dans une sorte de faiblesse, etc. Alors, c'est les personnes qui n'ont aucun autre centre d'intérêt que le travail, qui ne vivent que par le travail. C'est les personnes qui se réfugient dans le travail pour fuir d'autres aspects de leur vie.
Et donc, quand ça ne marche pas dans le travail, eh ben, tous les autres problématiques sociaux peuvent ressurgir. Et puis, il y a le burn-out qui toucherait plutôt des individus fusés, qui sont hyperactifs, hypermaniaques, très rigoureux pour eux-mêmes, etc. Alors, comment reconnaître les conséquences du stress? Alors, quand le stress atteint un niveau de stress maladie, si on veut dire, c'est la conséquence au niveau de la santé, mais également des comportements. C'est-à-dire qu'on va avoir à la fois des troubles du style maladie cardiovasculaire, on peut avoir des infarctus, et là, on voit de plus en plus des infarctus du myocarde chez le sujet jeune, la quarantaine, généralement des fumeurs, et qui ont un job ou un boulot qui est hyper stressant. Alors, les troubles musculo-squelettiques, donc il a été décrit que les troubles musculo-squelettiques, notamment les lombalgies, les cervicalgies, les problèmes d'épaule, sont fortement liés à des situations de stress. D'abord par les positions et secondo par la tension musculaire que le stress peut engendrer. Les troubles digestifs, ça vous le connaissez, les ulcères de stress, les perforations d'ulcères, etc. Et les troubles de la digestion, notamment les colopathies fonctionnelles, etc. Le burn-out, donc ça comme trouble de santé également, mais on peut avoir aussi de la dépression, de l'anxiété et des idées suicidaires. Maintenant, le stress aussi peut avoir des conséquences sur le comportement d'adaptation. C'est-à-dire que la personne va plus sombrer dans l'alcoolisme, parfois un abus de drogue, le tabagisme accru, l'alimentation qui n'est plus équilibrée, pas d'exercice physique ou en tout cas insuffisant, des problèmes de sommeil et une addiction aux psychotropes. Alors, les autres risques psychosociaux, je ne vais pas les détailler, mais je veux juste les citer. C'est, par exemple, le karoshi. Eh ben, le karoshi, c'est le fait de mourir par le travail. C'est-à-dire que ce ne sont pas des personnes malades, ils n'ont aucun antécédent particulier, en bonne santé, généralement jeunes, et qui vont travailler de manière très intense pour des jours successifs, sans repos. Et c'est le fait de travailler sans repos et de manière continue qui va engendrer chez eux un arrêt cardiaque. C'est ce qu'on appelle la mort par le stress, et c'est le karoshi. Donc c'est un concept qui est défini au niveau des pays asiatiques, notamment au Japon. C'est les premiers qui ont décrit ça, et ils l'ont même considéré comme un accident du travail, et la famille du défunt peut bénéficier d'une rente suite à cela, donc ils le reconnaissent comme accident du travail. Les autres risques psychosociaux, pour citer simplement le harcèlement, et on sait que dans l'exercice des activités médicales, nous sommes face à plusieurs situations de harcèlement à la fois par nos supérieurs, des fois, ou nos collègues, ou parfois par les patients eux-mêmes. Les violences, donc, qui peuvent être internes ou externes. Donc, internes, c'est-à-dire à l'intérieur de l'hôpital, à l'intérieur du service où vous travaillez. Et externes, c'est la population des patients, des malades. Alors, j'ai trouvé ce schéma très explicatif, et je vous ai même cité la source si vous voulez aller jeter un coup d'œil, qui parle de la situation du personnel soignant au moment de la crise Covid-19, donc les healthcare workers, qui sont face à cette crise du Covid-19, face à des multiples situations inconnues, le virus est inconnu, le traitement est inconnu, le vaccin est indisponible, qui est complexe parce que il y a eu une évolution très rapide de la maladie, et nous les symptômes, nous savons au début c'était respiratoire, puis maintenant c'est digestif, puis cardiaque, etc. Il y a plusieurs menaces, évidemment, et c'est quelque chose qui était imprévisible. Alors tout cela va engendrer un stress chez le personnel soignant. Pourquoi? Parce qu'ils sont d'abord en front line de la maladie, et ils ont besoin eux-mêmes d'une défense et d'une protection face à cette maladie-là. Deuxièmement, parce qu'ils ont aussi leur crainte par rapport à leur exposition, par rapport à l'exposition, ou d'avoir des choses qui sont pas correctes,
donc attraper la maladie, etc. Et parce qu'ils sont aussi inquiets pour leur famille dont ils prennent soin, et ils sont aussi inquiets pour leur entourage. Alors, là, on va entamer les stratégies de gestion de stress. Il faut savoir que pour gérer un stress, ce n'est pas facile d'en parler en une demi-heure, mais je vais vous donner quelques éléments précis pour faire face à ces situations de stress. Alors, 3 stratégies personnelles reposent sur, d'abord, face à un risque donné, la résignation en premier temps. Et cette résignation, elle doit être positive à mon sens et objective. Ensuite, deuxième phase, c'est le coping. On va voir ce que c'est. Et puis, la résilience. Alors, la résignation, c'est la première phase dans la gestion du stress en période de crise. C'est quoi la résignation? C'est l'attitude d'une personne qui va accepter, sans se révolter, une chose pénible, désagréable et qu'elle juge inévitable. Et donc, ça nous met exactement dans la définition la crise du Covid-19 parce que c'est une situation qui est inévitable et qui a engendré un stress général. Donc cette définition aussi de la résignation a une connotation, si on veut dire, spirituelle et religieuse. C'est le fait d'accepter le qada ou le qadar quelque part, chez nous les musulmans, accepter les conditions actuelles que nous vivons, d'une situation et qui est pénible, qui est désagréable, qui est difficile à surmonter. On doit profiter de cette période de résignation pour observer notre situation et essayer de la comprendre, de savoir qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi le problème. Essayer d'analyser la source de ce problème-là. Cette phase de résignation, elle doit être limitée dans le temps, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas durer longtemps parce que si on est dans l'acceptation, elle va devenir négative lorsque nous n'avons plus le moyen de réagir. C'est-à-dire que cette période de résignation ne va pas. Et donc, par la suite, lorsque on a accepté la chose et qu'on a pu l'analyser, nous devons commencer à faire face. C'est ce qu'on appelle le coping en anglais. Et donc, faire face à la situation, c'est développer des stratégies d'adaptation face au stress. C'est de multiplier les efforts pour résoudre le problème. Il faut agir sur sa condition. Beaucoup de personnes perpétuent, si vous voulez, le stress simplement parce qu'ils n'arrivent pas à agir sur leurs conditions et à chercher le problème et y faire face. Ils préfèrent le fuir et ça ne fait que perpétuer leur problème de stress. Ensuite, multiplier les efforts pour améliorer la situation actuelle, c'est-à-dire certaines personnes qui vivent des situations de stress professionnel peuvent par exemple améliorer leur situation en améliorant leurs compétences, à faire des formations à distance ou bien faire des formations dans leur domaine de compétences, etc. Il faut essayer, pendant cette phase de coping, de composer de manière émotionnelle avec la situation. Il faut se calmer en utilisant des stratégies qui vous correspondent le mieux. C'est-à-dire, chacun a une manière de se détendre, là, et donc, on peut faire du sport, ça peut nous calmer. Il y a certaines personnes qui vont faire des exercices de relaxation, d'autres qui vont écouter de la musique, etc. Essayez de trouver du soutien chez la famille, les amis, les collègues, etc. Si on passe par la première étape qui est la résignation, nous allons passer par la phase suivante qui est la phase du coping, ou en tout cas faire face aux problématiques, pour arriver à la phase finale qui est la résilience. Donc ce qu'on entend dire par la résilience, c'est, alors en physique, elle est définie par la capacité de résistance d'un corps ou d'un matériau à un choc ou à une déformation. L'oral arabien, ça a 2 significations, c'est somod ou le morona. Somod, c'est-à-dire qu'on doit être suffisamment fort pour encaisser le choc, et le morona, c'est d'avoir cette flexibilité de pouvoir rebondir au moment opportun. Alors, en psychologie, c'est l'ensemble des processus qui consistent pour un individu à surmonter un traumatisme psychologique afin de se reconstruire. Donc, c'est cette résilience qui va nous permettre de nous soulever après cette phase de Covid-19. Nous devons déjà essayer de nous projeter dans l'avenir et savoir comment on va dépasser cette période-là.
Donc, elle passe par un certain nombre d'éléments, la résilience, mais vous allez en trouver plusieurs si vous faites votre recherche en, sur la résilience. Je vous ai juste cité ce schéma-là. Et en fait, elle dépend d'abord de la régulation des émotions, donc les émotions surtout négatives, la peur, la crainte, l'inquiétude, la colère. Adopter un point de vue positif, faire de l'exercice physique, et nous savons que lorsque nous faisons de l'exercice physique, nous libérons les hormones du plaisir, notamment de la dopamine, et donc ça engendre un sentiment de plaisance chez les personnes. Ensuite, relever les défis. Donc là, on est en difficile et le défi que vous vivez tous les jours, c'est de pouvoir faire face à cette pathologie. Donc il faut essayer de relever ce défi-là. Renforcer les liens sociaux, très important, et imiter les personnes qui sont résilientes, donc voir ce que font les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait pour réussir, quelle a été leur stratégie pour s'en sortir, etc. Alors, dans la phase aiguë du Covid-19, il faut essayer, et là je vous donne quelques conseils pour essayer de mieux gérer cette situation-là. D'abord, multiplier les temps de détente, même s'ils sont courts, prendre des pauses même s'ils sont vraiment courts. Rester informé, mais pas trop. Donc, 2 fois par jour, à mon avis, c'est suffisant pour avoir les informations nécessaires. Bien évidemment, si vous pouvez avoir accès aux études scientifiques, etc., ça vous permettra de mieux avancer dans votre prise en charge thérapeutique des patients. Positiver et capitaliser sur les expériences positives. Donc, ne pas voir que le côté inquiétant de la maladie, mais plutôt voir le côté positif. Et on est tous contents lorsque nous voyons les statistiques du ministère de la Santé tous les jours parler de guérison de patients qui ont quitté l'hôpital, etc. Favoriser les actions sociales aussi, ce sont des expériences qui sont positives et qui nous aident à surmonter cette situation. Je cite là par exemple des gens qui fournissent de la nourriture pour le personnel soignant à l'hôpital, des personnes qui aident par exemple à mettre à leur disposition des chambres d'hôtel ou des appartements. Alors faire preuve de compassion envers les autres, à la fois envers les malades, leurs familles, et de la compassion aussi par rapport aux autres collègues. Alors la compassion, c'est juste montrer à l'autre personne qui est en face que nous comprenons sa douleur, nous comprenons sa souffrance, et nous y sommes compassion. Voilà, que nous éprouvons de la compassion envers eux. Ensuite, il faut essayer de préparer l'après-Covid parce que j'estime et j'espère que cette situation du Covid-19 ne va pas durer éternellement. Et donc, il va y avoir une fin, Inch'Allah, de cette crise-là. Et il faut qu'on puisse s'y préparer et donc pouvoir se projeter dans l'avenir proche. C'est ça la résilience. Alors, il faut savoir qu'il y a des centres d'écoute en cas de besoin. Vous avez les liens ici. Ce sont des centres d'écoute destinés aux médecins, au personnel soignant. Je sais qu'au niveau de plusieurs CHU du Maroc, il y a eu des cellules d'écoute avec la participation de plusieurs psychiatres et de résidents psychiatres aussi pour gérer les situations de crise. Ils ont pu faire face à la fois à des situations de stress pour les patients, mais également pour le personnel soignant. Et je peux citer quelques problématiques chez le personnel soignant qui ont émané de cette crise-là. C'est vraiment beaucoup de souffrance mentale. Il y en a certains qui ont fait beaucoup de troubles du sommeil, beaucoup d'anxiété, une dépression, une aggravation des problèmes préexistants. Et puis, nous avons aussi eu des personnes qui ont eu des problèmes d'addiction ou en tout cas une augmentation dans leur consommation addictive. De manière générale, pas simplement dans la phase de Covid, il faut essayer de faire face au stress en parlant d'abord de ces difficultés à une personne de confiance. Il faut prendre contact avec le service de médecine du travail si vous pouvez le faire et si vous en avez un. Le médecin de travail a la compétence pour pouvoir gérer des situations de risques psychosociaux au travail. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide si c'est nécessaire. Il faut faire une activité physique de son choix, donc marcher, danser, le sport, etc. Garder un bon équilibre nutritionnel, garder un bon rythme de travail,
de sommeil, pardon. Continuer la pratique d'un hobby, la lecture, la musique ou autre chose. Rechercher le côté positif chez les gens. Ne pas rentrer dans la bulle négative des personnes qui sont assez nuisibles, manifester de la gentillesse, de la compréhension et de la compassion. Ceci pourra vous rendre heureux vous-même. Ne pas remettre les choses à plus tard, c'est ce qu'on appelle la procrastination, et la procrastination peut être vraiment cause de stress. Alors, en cas de stress chronique, et pour essayer de faire face, il faut développer ce qu'on appelle une intelligence émotionnelle. Et cette intelligence émotionnelle sur 5 aptitudes de base. D'abord, la conscience de soi. Il faut que je puisse savoir qu'est-ce que je vaux exactement. La maîtrise de mes émotions. Et essayer de maîtriser notamment certaines émotions qui sont violentes, comme le fait d'être en colère par exemple. Et lorsqu'on est en colère, des fois nous ne maîtrisons pas nos réactions. Et ben il faut savoir que c'est du travail qu'il faut faire sur soi-même et pouvoir maîtriser ces émotions-là. Et c'est du travail et ça peut donner un très bon résultat en matière de gestion du stress. C'est vraiment se poser la question, en colère face à cette situation-là, est-ce que c'est bénéfique? Est-ce que ça va... parce que face à une autre personne, il y a ce qu'on appelle la communication non violente. Et donc, si on développe cette communication non violente, l'autre personne ne peut pas continuer dans sa violence. Si elle vous voit calme, serein, à un certain moment, elle peut être en colère contre vous, mais au bout d'un certain moment, elle va se calmer. Donc, il faut qu'on puisse nous-mêmes développer cette maîtrise de nos émotions. Alors, l'automotivation, très importante dans le milieu du travail, parce que les personnes qui font toujours la même chose et n'ont pas une motivation particulière, eh ben, sombrent plus facilement dans le stress. Donc, il faut garder cette automotivation. Il faut avoir de l'empathie, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est cette capacité à percevoir la structure émotionnelle des autres. Et puis, à développer des compétences sociales, notamment par la communication, et comme je vous ai dit, notamment de la communication non violente. Alors, comment gérer cette crise-là au niveau de l'hôpital, au niveau des organisations sanitaires et hospitalières? D'abord, une formation adaptée sur les mesures de protection du personnel. Il faut qu'on puisse donner au personnel le sentiment qu'ils sont bien protégés et que nous nous soucions de leur bien-être et de leur protection face à ce virus-là. Il faut avoir un planning des gardes et des horaires qui respectent les temps de repos, de pause et de récupération. Je vous ai expliqué tout à l'heure que lorsqu'on n'avons pas suffisamment de récupération ou de détente, notre système parasympathique continuera à travailler et nous allons développer des problèmes d'ordre somatique. Les conditions de travail doivent être adaptées, c'est-à-dire une chambre de repos, une propreté des lieux. Je sais que ce n'est pas toujours facile dans nos hôpitaux, mais pour les gens qui gèrent cette crise du Covid-19, il faut au moins qu'on puisse leur donner des conditions favorables, donc des chambres propres, mettre à leur disposition des chambres d'hôtel si c'est possible ou si c'est nécessaire, avoir des repas qui soient équilibrés et de bonne qualité, parce que nous savons que ces personnes-là ne vont pas aller chez eux, ils vont pas pouvoir rentrer chez eux, ils pourront pas aller manger à l'extérieur, ils pourront pas manger un repas fait maison, etc. Donc il faut au moins qu'on puisse leur fournir des conditions de travail adaptées. Ensuite, multiplier les réunions pour discuter des cas cliniques, se concerter et pour avoir de l'aide à la prise de décision thérapeutique. Ensuite, il faut essayer de communiquer, d'informer et de s'informer sur les nouveautés, à la fois réglementaires, scientifiques, médicales, administratives, favoriser le travail d'équipe et notamment travailler dans une équipe où il y a une bonne entente à la base. Préparer des plateformes d'écoute et d'orientation pour le personnel soignant. Je vous ai parlé des plateformes réalisées par les psychiatres, les psychologues, mais également les services de santé au travail. Instaurer un dialogue entre le personnel et sa hiérarchie pour qu'il puisse parler de ses difficultés dans l'exercice de sa mission, mais sans risque de représailles. Pour les autres,
Alors, nous-mêmes, nous devons être vigilants par rapport au stress de nos collaborateurs et de leur épuisement professionnel. Et pour cela, il faut qu'on puisse développer leur confiance en soi, de ces collaborateurs. Il faut qu'on puisse cultiver de la valorisation du travail accompli. À chaque fois qu'une personne fait un travail, au moins lui dire un mot gentil, un petit bravo, ne va coûter rien du tout et pourtant ça peut développer cette confiance en soi et la valorisation du travail de l'autre. L'évaluation des pratiques professionnelles afin de mieux comprendre le travail des autres. Et en fait là, je veux dire par là, juste évaluer la charge de travail des autres pour pouvoir la comprendre. Parce que si vous dites à votre interne que de s'occuper par exemple de 10 malades la journée, sauf que ces 10 malades-là, si ça va lui nécessiter 1 heure ou 1 heure et demie par patient, il va déjà être dans un volume horaire extrêmement important. Et il ne pourra pas faire face à cette charge de travail. Donc il faut pouvoir évaluer le travail des autres pour pouvoir gérer leur stress et ne pas les laisser face à une incompétence potentielle. La création, bien sûr, d'un climat d'entraide dans les équipes, avoir une formation adaptée aux besoins et développement des maîtrises des gestes de soins, ça c'est très important dans votre contexte parce que vous êtes en train de travailler dans des situations d'urgence extrême, nous n'avons pas le droit de rater une intubation, ça ne peut qu'engendrer un stress supplémentaire, donc voilà, il faut développer la formation des collaborateurs. Connaître et reconnaître les signes de l'épuisement professionnel chez les autres. Donc, je vous ai cité tout à l'heure les différents signes d'un épuisement professionnel. Il faut qu'on puisse être vigilant par rapport à soi-même, mais par rapport aux autres. Si je vois qu'une personne, par exemple, fume plus que d'habitude, a des troubles de sommeil, des problèmes de concentration, etc., il faut être vigilant et n'hésitez pas à déclencher une discussion pour pouvoir amener l'autre personne à parler de ses souffrances et parfois ça peut même éviter des situations catastrophiques, même avec des idées suicidaires chez le personnel soignant. Donc voilà, pour finir, j'ai envie de vous dire, prenez soin de vous, comme ça vous pouvez prendre soin des autres et de nos patients. Je cite ici Confucius qui disait on a 2 vies, ben la deuxième commence lorsqu'on réalise qu'on n'en a qu'une seule. Voilà, donc on a une seule vie, essayez de la vivre avec les meilleures conditions possibles. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Tahri, pour cet excellent séminaire sur la gestion du stress. J'ouvre la parole aux questions éventuelles des participants. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez la possibilité de poser, soit de les écrire. Si vous n'arrivez pas, vous avez des problèmes de micro, vous pouvez les écrire juste à côté. Vous avez Q&A, question and answers. Donc, je vais d'ailleurs écrire maintenant pour que vous puissiez. Alors, pas de questions. Donc, je vais essayer. Bonjour tout le monde. Voilà. Voilà. Ok, donc là, je viens d'envoyer un message. Donc, dans cette zone, vous pouvez écrire vos questions éventuelles. Ok. De toute façon, nous enverrons l'enregistrement et aussi le test Maslach dont le docteur a parlé tout à l'heure pour vous permettre de faire un autodiagnostic de votre état de stress. C'est assez intéressant, je l'ai fait moi-même, il était vraiment éclairant. Je sais pas, docteur, si je dois repasser ce test pour voir à quel niveau, est-ce que j'ai progressé depuis 1 mois ou pas? Si tu as utilisé une stratégie de gestion de risque. Je suis pas sûr du résultat, je suis pas sûr du résultat, mais en tout cas, ça m'a éclairé personnellement sur mon état de stress. Et j'arrive à mettre un curseur quelque part, donc c'est vraiment comme outil, il était très très intéressant. En plus, on peut le faire manuellement, c'est génial, quoi, et gratuitement en plus. Donc c'est top. Merci beaucoup, docteur. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une question? S'il n'y a pas de question, c'est qu'on a été clair. Voilà.
faire. Je pense que tu as été très clair, c'est évident. Donc, en tout cas, je tenais à remercier beaucoup les participants de l'association Lamirf de CHU de Fès. Et en tout cas, nous vous enverrons à tous, y compris ceux qui n'ont pas pu participer aujourd'hui malheureusement avec nous, des enregistrements. Et pour ceux qui ne l'ont pas entendu au début, qui nous ont rejoints entre-temps, donc en tout cas, bravo pour ce que vous faites pour le terrain, pour votre pays, pour les patients que vous gérez. Allah يكون comme. On vous soutient à fond. Nous, Promamec, en vous fournissant les matériels, les produits et les consommables dont vous avez besoin. Mais on vous soutient aussi moralement au travers des actions telles que celles qu'on vient de faire aujourd'hui avec le module sur la gestion du stress, qui n'a rien à voir avec l'équipement ni le consommable, mais qui concerne votre développement personnel. Voilà, donc nous espérons que ça vous a apporté un plus. Nous vous enverrons l'enregistrement de cette séance d'aujourd'hui, mais également le test Maslach que vous puissiez le faire pour que vous puissiez vous autres évaluer vous-même. Et d'ici là, je tiens aussi à remercier beaucoup le Dr Lubna Tahri qui était avec nous, qui a souhaité partager avec nous encore une fois son savoir et son recul en tant que médecin du travail qui travaille dans différentes entreprises, qu'ils soient médicales et non médicales, et donc avec un regard d'un professionnel du travail, ce qui était c'est très important pour nous, professionnels de santé. Voilà, donc merci beaucoup à tous. Et je sais pas, Lubna, tu veux dire un dernier mot avant qu'on ferme le. Je veux dire merci à vous, Haftorkom, et à très bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup à tous et à bientôt, Inch'Allah. Merci. Nous vous enverrons tout par email. Donc, merci beaucoup. Au revoir, à bientôt.